Nous recevons aujourd'hui David Selam, représentant de la Fédération des organisations sionistes de France Marseille-Provence, qui vient nous parler de la conférence du géopolitologue Pierre Lurçat. Il abordera les sujets suivants, forces et faiblesses d'Israël, ainsi que le mur de fer de Jabotinsky à nos jours. Nous accueillerons également Nili Kupfer, présidente de l'association Israel Forever, qui depuis Jérusalem participe à la promotion de cette conférence. David, bonjour. Bonjour Magali. Vous recevez ce soir l'écrivain et géopolitologue Pierre Lurçat, fondateur de la Bibliothèque sioniste. Pourriez-vous nous le présenter ? D'abord, merci de nous recevoir à la radio, comme on a l'habitude de passer quand on fait des conférences. Donc on reçoit notre ami Pierre Lurçat qui vient de Jérusalem pour la première fois à Marseille. Et il est donc géopolitologue, c'est un écrivain traducteur, il est le fondateur de la Bibliothèque sioniste. On donnera d'ailleurs tout à l'heure la référence au niveau d'Internet pour qu'on puisse s'y brancher éventuellement. Il a fait son alia il y a plus de 30 ans et vit avec sa famille à Jérusalem. Voilà, il vient pour la première fois à Marseille. Voilà ce que je pouvais dire. Il est avocat et diplômé de l'ESSEC aussi quand même. Hein. Voilà une brève présentation. Bien entendu, ce soir avec nous, on le connaîtra beaucoup plus pour ceux qui viendront à notre conférence ce soir à 19h30. La bibliothèque sioniste n'est-elle pas un vecteur qui contribuera à accentuer le sionisme ? Oui, certainement. Magali, il y a de nombreux livres retraçant le sionisme et l'histoire du sionisme dans cette bibliothèque-là. Je rappelle, pour moi, Fédération sioniste, Organisation sioniste mondiale, je rappelle que le sionisme, pour nous, est le mouvement de libération du peuple juif qui date pas des années 1860 ou 1800, comme on a pu le dire, mais qui date depuis l'exil forcé à Babylone de nos ancêtres, qui pleuraient leur exil et priaient le retour à Jérusalem en se tournant vers Jérusalem. Ça, c'est le sionisme. Le sionisme, donc, est le retour de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, sur cette partie du sionisme. La première partie de cette conférence porte sur les forces et faiblesses d'Israël. La faiblesse d'Israël n'est-elle pas dans son manque de représentation dans le soft power ? Alors, on va dire oui et non. D'abord, en 2 secondes, c'est quoi le soft power pour nos auditeurs ? C'est tout simplement la capacité d'influencer un pays ou une organisation ou une population de la part de notre pays ou d'autres organisations pour modifier la vision et rapprocher la vision de ces influenceurs donc à cette politique-là. C'est ce qu'on appelle le soft power et c'est une façon également de conquérir, entre guillemets, des populations sans faire la guerre. Voilà en gros. Hein. Alors, cette influence, elle s'exerce comme on a pu le remarquer, enfin les spécialistes, on va dire, cette influence s'exerce par la puissance militaire, économique, et financière, culturelle, linguistique. L'anglais, par exemple, fait partie du soft power puisque l'anglais s'implante partout. Et les vecteurs sont souvent les réseaux sociaux. Israël, petit pays par la taille, exerce également un soft power par sa résilience, sa technologie, high-tech, médecine, militaire et son aide aux pays en voie de développement. Donc, on peut dire qu'Israël aussi participe au soft power en fonction de sa taille. D'ailleurs, je voulais rajouter, c'est qu'une partie des antisémites fantasment sur le soft power d'Israël dans le monde. Il faut vous dire que j'ai vu, moi, des affiches, des affiches montrant le monde dirigé par Israël et les États-Unis. Cette affiche-là qui circule dans les réseaux sociaux. Vous voyez, ils fantasment beaucoup là-dessus. Voilà. Les préjugés sur la finance. Exactement. Voilà. La force d'Israël est-elle entre les mains de ces nouveaux Olim ? Donc, les nouveaux... Alors, donc là, en parlant par les nouveaux Olim, je pense que vous entendez par là la hausse de la population juive israélienne. Et la réponse est définitivement oui.
Oui, pourquoi? Parce que, juste, je vous donne quelques chiffres que j'ai récupérés. J'ai eu l'occasion de travailler pour le Congrès sioniste, pour l'OMS, sur l'économie israélienne. L'OSM. On nous dit, l'OSM, oui, l'Organisation sioniste mondiale, à son congrès mondial, on m'avait demandé de faire quelque chose sur l'économie israélienne. Je peux vous dire, j'ai découvert cette économie, sa population, et c'est quelques chiffres, juste quelques chiffres. On nous donne 62% de la population israélienne à moins de 30 ans. Donc, vous savez ce que ça signifie. C'est une richesse inestimable. C'est-à-dire qu'une population jeune est amenée à se marier, à acheter des appartements, à consommer, à acheter des meubles, etc. Et ça crée un véritable, comme on dit, développement de type keynésien. Pour ceux qui s'y connaissent. C'est une formidable richesse qu'est la démographie. Un dernier chiffre, et j'arrête là, le PIB par capita, c'est-à-dire le produit intérieur brut par personne produite en Israël, dépasse celui de la France, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, etc. Il est de plus de 40 000 $ annuels par tête d'habitant en Israël. Pour vous dire que c'est un pays qui aujourd'hui crée beaucoup de richesses et les nouveaux Olim ne peuvent être qu'un plus dans cette évolution-là. Pour terminer sur cette question, on nous dit que dans une dizaine d'années, Israël pourrait être plus de 15 millions. Les Israéliens pourraient être plus de 15 millions, vous voyez ? Voilà. Alors, bien sûr que ça entraîne un certain nombre d'effets comme la consommation, comme l'immobilier qui est spécial à l'État d'Israël, mais ça, peut-être que ça fera l'objet d'un débat particulier sur cette partie-là. OK ? La seconde partie de la conférence est intitulée « Le mur de fer de Jabotinsky à nos jours ». Quelle place aurait Jabotinsky aujourd'hui en Israël ? Donc, un petit rappel. Qui est Zeev Jabotinsky ? Il est né en octobre 1880 à Odessa, en Ukraine. Très jeune, il a montré des capacités formidables d'analyse géopolitique même, d'analyse de l'antisémitisme. Et à l'époque, il prévoyait une catastrophe sur les Juifs d'Europe. Il les a d'ailleurs alertés dans les années 1930, avant que le nazisme n'arrive, mais il n'a pas été écouté. Tout simplement, on lui répondait que les Juifs allemands étaient bien intégrés, ils étaient médecins, avocats, etc., et qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'en Allemagne, on puisse avoir cette catastrophe-là. Vous voyez ? Mais il n'empêche qu'il les a donc alertés, même au niveau des autres pays. Alors, il ne voyait la solution que compte tenu de ce que je viens de dire, de ce que lui considérait, il dit que la solution ne peut venir que de la création de l'État d'Israël. Et il parlait dans les années 1930 à peu près. Donc, et il disait, et le retour des Juifs sur leur terre pour leur garantir donc cette sécurité. Il a été un visionnaire exceptionnel qui a expliqué, qui d'ailleurs a expliqué l'hostilité de ses ennemis. D'accord. Alors, le mur de Zeev Jabotinsky, puisque c'est votre question principale, c'était quoi ? Et lui, il considérait que le monde est un monde dur, est un monde, surtout dans la région moyen-orientale, un monde très dur où il faut être fort pour être respecté. Et il disait, si un pays est fort, il est respecté dans cette partie du Moyen-Orient. S'il était faible, au contraire, il était, comme on dit, décrié, méprisé. Voilà. Culture, il rajoute d'ailleurs culture que les Européens ne comprenaient pas à ce moment-là. Et je dirais que même jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Il disait aussi que, par conséquent, que le futur État d'Israël devait être un État fort pour pouvoir vivre sur ces terres et prôner la constitution d'une armée puissante qui sera un mur sur ces terres de protection. Et c'est ça, donc, ce qu'il appelle le mur de fer. Donc, la place de ce concept aujourd'hui en Israël, pour revenir au mur de fer aujourd'hui, la place de ce concept aujourd'hui en Israël est d'une actualité vraiment brûlante, puisque dès la création de l'État d'Israël, tous les dirigeants auraient tous les dirigeants de n'importe quelle tendance, je veux dire, de Ben Gurion à Benjamin Netanyahou, ont développé cette notion, entre guillemets, de mur de fer, c'est-à-dire avoir une armée ultra puissante, ne pas dépendre de l'étranger pour se défendre, etc. Voilà. Donc Tsahal est une armée exceptionnelle par sa puissance, sa résilience et son éthique.
Concernant le système de défense aérienne mobile israélien, le nouveau prototype développé, déployé courant 2023, aurait convaincu de sa fiabilité et son coût acceptable. Un moindre mal pour Israël? Alors, je pense que vous faites allusion là au rayon laser comme arme de guerre. Je dirais que non seulement ce n'est pas un moindre mal pour Israël, mais c'est un bien plutôt. Car si vous faites donc référence à ce rayon laser qui a été testé avec succès, mais qui est toujours en développement, pour des raisons techniques qu'on n'abordera pas ici, il ne coûte pas cher parce qu'il fonctionne avec l'électricité. L'électricité ne coûte pas cher, avec des batteries. Et les essais ont été concluants. Le groupe Rafael israélien, donc qui est la société qui fabrique l'armement en Israël, vient de signer un accord un accord de coopération avec Northrop pour les F-35. Voilà. Je dirais donc que non seulement ce n'est pas un moindre mal, mais c'est un grand bien pour Israël. On ne peut que déplorer le grand écart entre l'amélioration de l'image d'Israël, avec plusieurs étapes successives, les dernières en date étant les accords d'Abraham, et de notre côté, une violence désinhibée à l'égard de ce que représente Israël et le sionisme. Comment y faire face ? C'est une question effectivement d'actualité. La violence à l'égard d'Israël et du peuple juif vient de plusieurs directions, à notre avis. La première direction, c'est la violence palestinienne, qui aujourd'hui pose clairement la question aux Israéliens, si on les interroge, de savoir si les Arabes palestiniens veulent vraiment faire la paix avec Israël. C'est une question. Et beaucoup vous répondront qu'aujourd'hui, on ne sent pas un désir de paix de la part des Arabes palestiniens. L'enseignement qui a été donné depuis des générations par les dirigeants palestiniens contre la légitimité d'Israël, les récompenses même aux terroristes sur le plan financier, à leurs familles, les attaques répétées dans les instances internationales, soutenues d'ailleurs par l'Europe, montrent clairement que la paix n'est pas sur le chemin, malheureusement. Et ces générations aujourd'hui qui agressent les Israéliens en Judée-Samarie sont ces générations qui ont peut-être 15 ans peut-être et qui ont été éduquées à cette histoire disant que toute la Palestine appartient aux Arabes et qu'ils doivent reconquérir toute la Palestine. Ça, c'est une première explication. La deuxième, l'autre violence qui est indirecte, elle viendrait aussi des vecteurs de soft power dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les médias et certains réseaux sociaux alimentés par des ONG comme Amnesty Palestine ou BDS et qui inondent de fausses informations les conflits. Voilà. Et nous recevons Nili Kupfer, présidente de l'association Israel Forever, qui depuis Jérusalem participe à la promotion de la conférence. Bonjour Nili. Bonjour. Bonjour Nili. David à l'appareil, shalom à toi. Bonjour. Boker Tov. Boker Tov, à vous aussi, en Israël, à Jérusalem. Oui, on a donc la conférence, comme tu le sais, avec Pierre Lursa ce soir à 19h30 et on a voulu donc t'interviewer. Je crois que tu vas nous dire quelques mots sur les élections, enfin la formation du nouveau gouvernement israélien, je pense. Eh bien, cela faisait 1 an et demi que nous attendions avec impatience la formation enfin d'un gouvernement sioniste, juif, national, et on est en passe de le voir se former. Il y a encore bien entendu des tractations. Après 1 an et demi où l'ancien gouvernement a tenté de détruire tous les succès qu'avaient eu les précédents gouvernements de droite, eh bien, effectivement, il fallait un temps de préparation assez conséquent pour préparer le terrain idéologique, pour réparer toutes les erreurs qui ont été commises. Et j'espère que tous les dégâts qui ont été causés dans tous les domaines, tant sécuritaires qu'éducatifs, que dans le domaine de la diplomatie, de la sécurité intérieure, de la justice, tous ces dommages, j'espère qu'ils vont être réglés très rapidement. Très bien. Et tu penses que le gouvernement va être établi rapidement, parce qu'on parle d'un report peut-être de 15 jours, d'après les dernières informations? Il est possible qu'il y ait une demande de report au président de 2 semaines, effectivement.
afin de passer certaines lois à la Knesset qui sont nécessaires pour justement la formation de ce gouvernement. Mais ça n'est que technique. Les accords sont déjà passés, plus ou moins. Il y a maintenant encore vraiment que des détails à régler. Mais il s'agit finalement d'une coalition qui est vraiment homogène au niveau idéologique, au niveau de ce qu'il désire pour le pays, c'est-à-dire une vision juive et sioniste, une vision nationale. C'est exactement le contraire de ce qu'on a vécu cette dernière année avec les frères islamistes au pouvoir, avec un Meretz qui est d'extrême gauche, antisioniste, anti-juif. On a véritablement vécu une année et demie de traumatisme, véritablement dans tous les domaines. Et là, cela fait plaisir de voir qu'enfin, il y a des débats idéologiques pour savoir comment on va remettre Israël sur la voie sioniste. On a par exemple une ministre qui va être nommée sur les opérations nationales. On va avoir un vice-ministre qui va être chargé de renforcer l'identité juive dans l'éducation de nos enfants, alors qu'il y a eu ces derniers temps des idées très progressistes et d'extrême gauche qui ont été transmises dans nos écoles d'une manière dramatique, des chapitres entiers du Tanakh qui ont été enlevés, l'histoire juive qui n'est plus connue dans le secteur, entre autres dans le secteur, surtout dans le secteur non religieux. Il y a énormément de choses à réparer. Bon, et nous avons bien entendu aussi toutes les menaces habituelles, c'est-à-dire qu'en plus de l'Iran, qui a été aussi un dossier qui a été dramatiquement conduit par l'ancien gouvernement, avec par exemple une promesse de Bennett à Biden de ne plus faire d'attaques surprises, véritablement l'antithèse de ce qu'on peut attendre d'un État indépendant et souverain, un Lapide qui n'était véritablement pas contre la reprise d'un accord avec l'Iran. Et puis on a aussi une situation sécuritaire interne qui s'est considérablement détériorée. On ne peut pas en vouloir aux Arabes qui ont vu les frères islamistes au pouvoir d'avoir de nouveau un espoir d'avoir un État terroriste en plein milieu de notre pays, surtout que Lapide l'a dit, l'a déclaré haut et fort devant l'Assemblée de l'ONU qu'il était pour un État arabe-palestinien au cœur d'Israël. Donc, bien entendu, cet espoir a fait renaître de ses cendres le terrorisme interne. Donc, on a véritablement sur tous les fronts des sujets dont il faut s'occuper. On a la réforme judiciaire. Tout à fait. On a aussi la réforme judiciaire qui est un point qui est crucial. Aujourd'hui, on vit dans une semi-démocratie, dans un simili de démocratie. Nous avons les juges qui sont tout puissants aujourd'hui, qui peuvent annuler des lois de la Knesset, même des lois fondamentales. Oui. Or, la véritable démocratie, c'est que le peuple doit être souverain et donc il est nécessaire, vital pour le pays. Absolument. Que cette pseudo-élite juridique qui se croit au-dessus du peuple, qui pense savoir mieux que le peuple, qui est bien entendu d'extrême. C'est ça, Nelly, c'est ça, ça veut dire qu'il se... il faut absolument les remettre en place. Voilà, c'est ça, Nelly. Je pense que on va pas tarder à arrêter. Effectivement, heureusement qu'il y a un retour et que le peuple israélien a voté pour une nouvelle majorité sioniste et nationale et remettre la sécurité en route qui a été malmenée par le précédent gouvernement. Nelly, juste comme on a l'habitude de le faire, tu peux juste peut-être saluer la communauté marseillaise et provençale et pour notre conférence ce soir que nous invitons. On a déjà beaucoup d'inscriptions. Voilà, tu peux juste les saluer comme on a l'habitude de le faire de Jérusalem. Je suis très honorée d'être sur votre radio et je salue bien entendu toute la communauté juive de Marseille et de Provence. Je ne peux que vous appeler davantage à venir nous rejoindre dans notre patrie, dans votre patrie, parce que même si je suis persuadée que vous vivez encore
quelques beaux jours en France, la situation est en train de se dégrader de manière dramatique et il serait mieux pour votre intégration, pour votre future intégration, que vous montiez de gré et la tête haute plutôt que de force et chassé par les événements qui sont déjà en train de se passer en France. Et on a un pays ici à construire, on a besoin de renforcer le côté sioniste et national comme peut le faire la communauté juive de France, qui est foncièrement sioniste et amoureuse d'Eretz Israël, et c'est cette force dont on a besoin. Et en attendant, bien entendu, je vous invite à vous rendre à cette conférence de Pierre Lursa sur celui que je considère comme mon maître et qui a été aussi le maître de mon père, bien entendu, Jacques Hupfer, Zichrono Livracha. Donc je parle de Zev Jabotinsky, qui a été le leader incontesté du sionisme politique et sionisme militaire, le véritable héritier de Herzl, qui lui a rajouté la dimension militaire et le fait qu'un juif doit se battre pour sa patrie. Et au niveau idéologique, je sais que Pierre Lursa ce soir va faire une conférence extrêmement intéressante, et vous verrez que tous les principes que Zev Jabotinsky a abordés il y a déjà plus de 100 ans sont toujours d'actualité, sont d'une actualité plus que brûlante, doivent être adoptés, sont déjà adoptés en partie par l'État d'Israël, et vous verrez la pertinence de ces propos donc, qui sont véritablement des perles si on veut comprendre la situation israélienne même aujourd'hui. Merci beaucoup Nili pour cet entretien depuis Jérusalem. Situé au Cloître dans les locaux de Simplon, start-up spécialisée dans la formation professionnelle, cette école d'un nouveau genre a ouvert ses portes le 5 décembre. Un vivier de talents qui permettra d'entretenir un écosystème numérique florissant en région sud. Alexandre Chervet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Académie du Métaverse. Comment doivent se dérouler les deux phases que sont la session de formation intensive individuelle, puis la période d'alternance ? Alors, on commence effectivement cette académie par 4 mois avec l'ensemble de nos apprenants sur une phase intensive, ça veut dire à temps plein, pendant ces 4 mois, pour pouvoir leur permettre d'avoir les fondamentaux de ce qu'est le métavers, de ce que sont les applicatifs de la réalité virtuelle, réalité augmentée, des enjeux de la 3D. Donc ça, c'est les 4 premiers mois. Et ensuite, effectivement, on part sur environ 15 mois d'alternance, donc de contrat professionnel. C'est un contrat de travail avec une entreprise. Il y a déjà plus d'une quinzaine d'entreprises dans la région qui sont engagées à recruter nos apprenants avant même de les avoir rencontrés. Et donc là, c'est un contrat de travail avec 3 semaines en entreprise et 1 semaine en centre de formation chez nous, donc au Cloître à Marseille et à Nice, puisque cette formation est aussi à Nice Ouest. Quels seront les contenus proposés par la formation ? Alors, c'est des contenus d'abord techniques pour maîtriser le métier de développeur de réalité virtuelle, réalité augmentée, 3D temps réel. Hein, comme je le disais, c'est vraiment des compétences techniques qu'il y a derrière de développement. Mais on s'appuie aussi sur une certification maison qu'on a développée chez Simplon il y a plusieurs années maintenant avec notre studio pédagogique qui s'appelle Méthodes Agiles. Et donc, on a aussi des contenus sur la manière de travailler avec ces nouvelles méthodes d'intelligence collective, de méthodes agiles qui peuvent s'appliquer au numérique, mais plus largement également. Une vingtaine d'élèves sont attendus dans cette promotion. Quels sont les critères de sélection ? Alors, il faut savoir que le critère principal de sélection, c'est celui de la motivation. Il n'y a aucun critère académique qui entre en compte dans notre processus de sélection. Il faut que les personnes qui candidatent avec une vraie volonté de se former à ce métier, donc qui aient un intérêt pour s'engager sur une formation qui est relativement longue, hein, on parle de 19 mois, pour exercer un métier, une profession dans ces nouveaux univers. On parle de Web3, de métavers qui sont en train d'émerger. Après, c'est une formation qui est quand même techniquement aussi pointue. Donc, ce qu'on va regarder, c'est la connaissance d'un langage de programmation informatique qu'il soit appris de manière seule, assez autodidacte, ou en ayant suivi un cursus de formation quel qu'il soit.
Cette académie du métaverse se distingue par sa dimension inclusive. Au premier abord, on a du mal à imaginer le monde virtuel ainsi. Pourriez-vous nous aiguiller ? Oui, absolument. Alors, effectivement, nous, notre mission chez Simplon, c'est de rendre accessible à toutes et tous les métiers techniques du numérique. Donc, c'est notre ADN. On est un organisme de formation inclusif aux métiers de la tech. Et donc, quand on déploie une nouvelle formation avec le soutien de la région Sud, le soutien de Meta, cette académie du métavers, on y met ce qu'on est et notre ADN. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on cible particulièrement des publics spécifiques pour ces formations, à savoir, on a un regard important sur la féminisation de ces métiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les métiers du numérique, et en particulier les formations, sont suivis par seulement 19% de femmes. Nous, on a un objectif de 40%, et c'est le cas dans cette académie. On va avoir une attention pour intégrer des publics en situation de handicap, et c'est le cas. On a des personnes qui viennent avec des troubles autistiques, par exemple, dans ces formations. Ensuite, on va avoir aussi un regard, étant nous-mêmes basés dans des quartiers politiques de la ville. Notre lieu de formation à Marseille se trouve dans le 13e arrondissement, au Cloître. On va avoir un regard sur les bassins d'origine de nos apprenants, et donc on va essayer de pousser nos formations auprès de gens qui vivent à côté de là où on est, à Nice, pas loin des Moulins, à Nice-Ouest, comme je le disais tout à l'heure. Une dizaine d'entreprises se sont déjà engagées à recruter un alternant à l'issue du programme de formation. Dans quel domaine sont-elles spécialisées ? Alors, il y a vraiment une vraie diversité. On va en citer plusieurs. Cross the Ages, par exemple, qui est dans le domaine du jeu vidéo. Donc voilà, un applicatif du métavers assez intuitif, et tout le monde pense à la réalité virtuelle, on pense assez naturellement aux jeux vidéo, mais il y a d'autres domaines. On peut citer 2J Process, qui est dans le domaine de la formation. Donc là, la réalité virtuelle au service des enjeux RH et de formation. On va avoir des entreprises qui sont dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des industries culturelles et créatif. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément d'applicatifs. C'est un bouleversement, c'est une révolution technologique numérique qui est en train d'advenir, qu'on y croit ou pas, c'est en train de se passer. Il y a des technologies sous-jacentes, j'en parle beaucoup là, en parlant de réalité augmentée. Et donc derrière, il y a des métiers, et ça va toucher toutes les industries qui existent sur notre territoire. Vous parlez des métiers, 80% des métiers de cette nouvelle industrie ne sont pas encore connus. Quel type de métier le métaverse va-t-il concerner ? Alors, il y a des métiers qui existent déjà, et en premier lieu, ceux qui visent à développer les univers virtuels. Donc, ce métier de développeur qui crée ces univers-là, il existe, et on a besoin d'avoir des compétences aujourd'hui. C'est un métier émergent, mais c'est déjà un métier en tension, et on le voit, tous les grands développeurs, les grandes écoles s'orientent vers ces technologies-là. Donc ça, c'est les premiers métiers qui existent aujourd'hui. Il y a d'autres métiers auxquels on forme aussi chez Simplon, en région parisienne. Le pilote de cette académie, il est ici en région sud, à Nice et Marseille, mais aussi en région parisienne sur une promotion de techniciens. Donc c'est toutes ces personnes qui vont entretenir le parc d'outils qu'il y a pour déployer ce métavers, et notamment les fameux casques de réalité virtuelle. Là, il faut des gens qui puissent les entretenir, les mettre à niveau, en prendre soin. Donc ça, c'est une deuxième famille de métiers. Et après, il y a tout un pan de métiers qui sont moins techniques et qui vont probablement émerger avec le métavers dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la consommation classique, le marketing. Et là aussi, voilà, il y a tout un tas de métiers que vous pouvez retrouver sur Internet qui aujourd'hui ne sont pas opérants, mais qui le seront probablement demain avec l'émergence de cet écosystème-là. Alors justement, certains termes apparaissent, maire de commune du métaverse, policier du métaverse, enseignant du métaverse. Avouez que c'est un petit peu déroutant. Complètement. Alors, nous, chez Simplon, on se concentre vraiment sur les métiers techniques du numérique. Donc, dans cette académie, on a vocation à former ceux qui vont créer ces univers numériques et pas les futurs policiers, professeurs et ainsi de suite, utilisateurs du métavers. Ça, c'est un autre métier, et d'autres personnes s'en chargeront probablement. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est ces métiers-là dont j'évoquais la possibilité de les voir émerger. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Concrètement, c'est des métiers qui sont sur le papier, sur la vision qui est celle du métavers.
La place de plus en plus importante prise par le métaverse va-t-elle générer une nouvelle législation afin de préserver toute dérive ? C'est souhaitable. Il faut savoir que dans toute révolution technologique, il y a des enjeux de régulation. En Europe, on a la Commission européenne qui a travaillé sur ces sujets. On a un cadre qui est en place. L'État, les régions se saisissent et c'est pour ça qu'elles soutiennent des démarches comme les nôtres. La première étape, c'est de construire ces univers virtuels. Donc, il faut des développeurs. Donc, c'est ça mon propos, c'est ça mon sujet. Le métavers, c'est une vision de moyen long terme. C'est une vision à 5-10 ans. Aujourd'hui, le principal sujet, c'est de construire les univers, de les faire de manière inclusive. Donc, avec ce qui est l'ADN de Simplon, c'est de permettre à toutes et tous d'accéder à ces univers-là, à la fois dans la conception, aussi dans l'usage, puisque qu'est-ce que ça veut dire que utiliser des environnements virtuels comme le métavers pour des personnes en situation de handicap, des déficiences visuelles ou des personnes qui ont des troubles auditifs, voilà, ça il faut y réfléchir maintenant. Et ensuite effectivement, il y a des enjeux de régulation de l'usage, mais là aussi il y a d'autres personnes qui sont amenées à y réfléchir et je vois ça d'un très bon œil. À terme, peut-on imaginer que le métaverse puisse supplanter le monde réel dans de nombreux domaines de la vie quotidienne ? Alors, mon avis personnel, c'est que non. Je pense que c'est une vraie complémentarité. Même c'est pas forcément souhaitable. Je pense que nos interactions sociales, humaines sont aussi ont vocation à se vivre dans ce monde réel. Par contre, elles vont venir enrichir nos expériences. Elles peuvent avoir aussi, il y a un sujet important à mes yeux qui est le sujet de la transition écologique. On parle de transition sociale avec tous ces enjeux d'inclusion, d'insertion. Il ne faut pas oublier ce deuxième sujet, la transition écologique. Les externalités négatives du numérique, il faut les prendre en compte. Et en même temps, la digitalisation d'un certain nombre de nos relations va pouvoir potentiellement diminuer notre impact écologique sur la planète. Notamment si demain, et on le voit déjà, aujourd'hui on utilise Zoom pour faire des réunions plutôt que se déplacer, prendre un avion, et potentiellement demain on pourra vivre une expérience encore plus approfondie grâce à ces univers virtualisés et donc éviter des déplacements. Et si on va encore plus loin, la réalité augmentée et les outils qui seront à notre disposition dans les décennies qui viennent pourront nous permettre peut-être d'éviter d'avoir à construire certains objets puisqu'on va les concevoir d'un point de vue numérique. On se promènera dans la rue et le panneau, au lieu qu'il soit réel, il sera numérique et donc on n'aura plus à le produire, plus à le traiter ensuite comme un déchet. Et donc là, il peut y avoir un impact positif aussi à ce niveau-là si on réfléchit le projet de manière globale, évidemment. Merci beaucoup Alexandre pour cette interview, je dirais fascinante. Je rappelle le site de l'Académie du Métaverse, simplon.co. Exactement, et n'hésitez pas, il nous reste quelques places. Les premières promotions sont parties depuis quelques jours, avec 15 apprenants à Marseille, 15 apprenants à Nice. On peut aller jusqu'à 20, donc il reste quelques places pour les plus motivés pour entrer dans le processus de sélection d'ici à la fin de l'année. C'est noté. Merci.